C'est un historien qui a travaillé sur l'entre-deux-guerres européenne et sur le phénomène nazi que j'ai pris un petit peu peur en voyant ce qui se passait en France. Alors, depuis 2017, ça c'est certain, mais même avant, évidemment, on se souvient de la violence de l'usage instrumental de la police lors de la répression des mouvements sociaux contre les lois de travail en 2016. Il y avait eu quelque chose qui pouvait être appréhendé pour le coup avec des catégories marxistes, une violence d'un capital qui ne se maintient plus, qui ne maintient plus son pouvoir que par l'exercice de la violence. En prétendant d'ailleurs que c'est l'exercice d'une violence physique légitime, alors que c'est très contestable. Ce n'est pas parce que c'est une violence d'État que c'est par définition légitime. On a souvent entendu citer ce pauvre Max Weber avec ce syntagme, la violence, le monopole de la violence physique légitime, alors qu'il semblerait, si on reprend les catégories weberiennes, justement que les conditions même de la légitimité ne soient pas forcément présentes. Sans même parler des conditions dans lesquelles les gens qui exercent l'exécutif aujourd'hui ont été élus en 2017 et en 2022, c'est-à-dire avec, au fond, un peu moins de 25% de la totalité de l'électorat. Donc c'est vraiment un historien que j'ai mon tympan qui a teinté, si vous voulez, à plusieurs reprises. Alors déjà, avant 2017, le ni droite ni gauche, ou est de droite et de gauche, bon, ça c'est un artifice rhétorique de l'extrême droite dans les années 30. Dans les années 30, vous aviez des mouvements ouvertement fascistes, admirateurs du fascisme mussolinien, italien, qui vous disaient « nous sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes français ». C'est une expression qui a été reprise par le Front National dans les années 80 et par son successeur, le RN. Et quand on a vu arriver donc, le nouveau monde supposé, entre guillemets, ces gens-là nous disaient déjà ça. Nous sommes, alors, dans un premier temps, ils ont dit ni de droite ni de gauche, et puis ensuite et de droite et de gauche. Et là, il y a quelque chose d'assez inquiétant dans le brouillage, par triangulation tactique, bien sûr, dans le brouillage des catégories politiques, qui était déjà l'apanage des mouvements fascistes dans l'entre-deux-guerres. Ça m'a un petit peu alerté. Ensuite, le fait de voir un ministre supposément d'un gouvernement socialiste, puisqu'il a été nommé en 2014, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, aller faire des mamours à Philippe de Villiers au Puy du Fou, disserter sur la monarchie aux journées de Jeanne d'Arc à Orléans. Ça me semblait curieux. Et ensuite, ce qui m'a frappé, comme nous tous, c'est le fait que ce nouveau président élu en 2017, censément sur un programme de dépassement et de droite et de gauche, etc., au fond, menait la politique de droite la plus dure qu'on ait jamais vue en France. Même Pompidou et De Gaulle, on n'avait pas vu ça. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, il y a eu la baisse des APL et l'abolition de l'ISF, par exemple. Deux mesures antisociales, anti-budgétaires, anti-État et anti-État-providence radicale. Ensuite, il y a eu l'affaire dite Benalla, où on a vu, au fond, un président de la République couvrir les agissements de voyous d'un de ses conseillers qui, à titre privé, avait usurpé des insignes de police pour aller frapper des gens dans la rue. C'est ça, l'affaire Benalla. Et donc, au lieu de s'en détacher, au lieu de faire amende honorable, au lieu de demander des excuses, son patron a assumé, alors j'aime beaucoup ce mot-là, comme vous le savez, on l'entend beaucoup depuis quelques années, ces gens-là assument tout, c'est-à-dire qu'ils n'assument rien du tout, en l'occurrence, puisque c'est vous qui payez, c'est nous qui payons. Donc il assumait pleinement cette violence-là, et il avait même déclaré, dans une rodomontade qui est sa spécialité, qu'il vienne me chercher. Le responsable, vous l'avez devant vous, qu'il vienne le chercher. Quand vous êtes protégé par l'article 67 de la Constitution de 1958 et par 40 officiers de sécurité en permanence autour de vous, il est assez difficile d'aller vous chercher. Moyennant quoi, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui sont allés le chercher, géographiquement, topographiquement et physiquement. Et d'ailleurs, il a eu très très peur de voir les conséquences de ces provocations. Et donc, si on s'arrête simplement en 2018, on a là tous les éléments d'une gerbe fasciste, si vous voulez, ou fascisante, ou fascistoïde. Le supposé dépassement, le brouillage des catégories politiques, bref, le n'importe quoi. Le culte de la violence, très clairement avec Benalla. Et ensuite,
l'usage instrumental d'une violence démesurée en répression d'un mouvement social qu'il avait largement contribué à provoquer. Et donc, c'est pour ça qu'avec plein d'autres, hein, des sociologues, des économistes, des anthropologues, des historiennes, des historiens, et qui le font d'ailleurs de manière beaucoup plus savante et plus informée que moi, nous avons eu peur. Et de fait, nous avons peur structurellement de ce que représente cet individu. Alors dans des catégories marxistes, c'est vite vu, hein, c'est vraiment le commis du grand capital, ça c'est très clair, hein, c'est même caricatural si vous voulez. Mais là encore, comme historien, je me suis dit, en réfléchissant un petit peu rétrospectivement, je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Comment les fascismes, et j'inclus le nazisme par communauté là-dedans, hein, comment les fascismes sont arrivés au pouvoir? À chaque fois, ce sont des libéraux qui mettent les fascistes au pouvoir. En Italie, en 1922, ça se passe comme ça. Ce sont des libéraux qui, véritablement, font la courte échelle à Mussolini pour lui offrir le gouvernement de l'Italie, auquel le PNF, le Parti national fasciste, ne pouvait pas arriver tout seul. Et en Allemagne, en 1932, voilà, c'est vraiment paradigmatique. Ce sont ces libéraux autoritaires, autour du chancelier von Papen, libéraux économiques, parce qu'ils étaient pro-business, pro-entreprise, comme on dit aujourd'hui, et autoritaires, parce qu'ils estimaient qu'on devait en finir avec la démocratie et créer un espace sécurisé, sans démocratie, sans débat, et surtout sans gauche, à vrai dire, hein, pour permettre le libre épanouissement du capitalisme le plus brutal. Le plan de von Papen, c'est vraiment ça, avec tout son entourage, hein, Carl Schmitt, Edgar Jung, etc. Eh bien, ce sont ces gens-là, ces libéraux autoritaires, qui sont emblématiques de ce qu'on pourrait appeler, avec Pierre Serna, l'extrême centre. Je reprends la catégorie forgée par mon collègue Pierre Serna, spécialiste de la Révolution française, on pourra peut-être y revenir. C'est vraiment l'extrême centre qui a mis l'extrême droite au pouvoir. Parce que quand on reprend, et je prépare un texte là-dessus, parce que ça vraiment, je trouve ça vraiment paradigmatique, quand on reprend le déroulement de l'année 1932, on se rend compte que les nazis sont en perte de vitesse à l'automne 1932, et que ce que l'on nous a raconté sur l'inexorable montée du nazisme qui parvient nécessairement au pouvoir en raison de la crise qui produit, bien entendu, tout aussi nécessairement l'arrivée des fascistes et des nazis au pouvoir, tout ça c'est faux. C'est faux. Les nazis sont finis en décembre 1932, et c'est eux-mêmes qui le disent, hein, si vous voulez. Et c'est véritablement une décision politique, calculatrice, machiavélique, cynique, de l'extrême centre de l'époque, qui s'est dit qu'ils avaient besoin, l'extrême centre de l'époque, avait besoin de la force de frappe encore vivace hein, du parti nazi, 400 000 SA, ça compte. Hein. Quand vous avez une armée allemande qui a été réduite depuis 1919 à 100 000 hommes, lorsque vous voulez faire face à une hypothétique révolution communiste, l'apport de 400 000 SA, c'est massif, si vous voulez, c'est important. Et donc, c'est une décision vraiment tactique, tacticienne, cynique, qui a été de mettre les nazis au pouvoir. Hein. Et quand les nazis ont parlé eux-mêmes de leur prise de pouvoir, un Machtergreifung, comme ils le disaient même, c'est faux, bien entendu, c'est une réécriture d'une histoire qui est tout autre. L'histoire, c'est qu'ils n'ont rien pris du tout, ils n'ont pas pris le pouvoir, on le leur a donné. On leur a donné le pouvoir. Et donc, en repensant forcément à tout cela, il y a de quoi s'interroger de manière, comment dire, grave et informée sur ce que nous vivons. Voilà. Il y a quand même des schèmes comme ça qui se reproduisent. Après 1945 aussi, ça c'est un travail que j'aimerais mener avec des collègues. Il me semble que les anciens collabos et les anciens fascistes, les anciens nazis, ont toujours été recyclés, partout en Europe, hein, Europe de l'Ouest, par des partis libéraux. Par des partis libéraux. Le FDP en Allemagne, le FP en Autriche, le CNI/UDF en France, etc., etc. Donc là, il y a quelque chose à penser. Et pour terminer juste, là, ce week-end, je relisais un article de 1939 de Marx Horkheimer. Marx Horkheimer, donc le grand représentant de l'école de Francfort, de la théorie critique, avec Adorno. Et en 1939, quelques jours avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il écrit un article intitulé « Qu'est-ce que le fascisme ?», où il incrimine directement le libéralisme. Il dit c'est le libéralisme qui a mis le fascisme au pouvoir, partout. C'est le libéralisme
qui, par les conditions sociales qu'il a créées, par l'appât du gain, par le refus de considérer la souffrance de l'individu qui est consubstantielle au libéralisme, qui a installé le fascisme au pouvoir.